Voyage en récit Maxime Tandonnet. et Geoffroy Scrive. Monsieur Tandonnet, merci de nous recevoir dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Nous nous retrouvons, alors nous ne sommes pas en Finistère, mais nous n'en sommes pas très loin, nous sommes en presqu'île de Quiberon. Et nous nous retrouvons pour parler de votre dernier ouvrage, publié aux éditions Perrin. C'est une biographie de Georges Bidault. Alors peut-être que les auditeurs les plus anciens qui nous écoutent, Georges Bidault sera un nom qui leur parle. Le sous-titre de ce livre est « De la résistance à l'Algérie française », ainsi les mémoires seront peut-être plus précises par rapport à qui était Georges Bidault. Et nous allons découvrir ou redécouvrir grâce à vous qui fut Georges Bidault, qui fut ministre donc de notre pays, mais aussi membre de la résistance. Alors, pour donner un petit peu le contexte, déjà, on va parler de vous. Vous êtes né en 1958, vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes passé un petit peu au ministère des Affaires étrangères, actuellement vous êtes à l'intérieur, vous êtes biographe, comme ce livre le prouve, vous êtes aussi essayiste, vous avez un blog sur Internet, il me semble que vous écrivez aussi quelques articles dans le Figaro. Et puis, donc, on va citer quelques livres que vous avez pu écrire. Le Grand Bazar ou l'Europe face à l'immigration en 2001, Géopolitique des migrations, la crise des frontières en 2007, Histoire des présidents de la République, sans doute un sujet qui vous touche en 2013, Les parias de la République en 2017, et puis un livre sur André Tardieu, l'Incompris, 2019, un personnage complexe et tourmenté. Et puis, donc, on va ancrer le décor, Georges Bidault, donc... 4ème République, grande instabilité ministérielle, rien qu'à penser qu'on aura 22 gouvernements dans ce pays de 47 à 58, c'est quand même pas rien. Puis évidemment, l'échec de l'Indochine en 54, puis la guerre d'Algérie, nous allons y revenir. Et donc, plusieurs gouvernements dirigés par Georges Bidault, jusqu'à 3 gouvernements, les années 46, 49, 50, les années 50. Vincent Auriol était le président, à ce moment-là, ministre des Affaires étrangères, ministre de De Gaulle. Et pour commencer, je vais faire une citation d'un autre livre, un livre de Georges Bidault intitulé Le Point, entretien avec Guy Ribot. Ce qu'il dit, se conformer à ce qui est la mode, l'opinion commune, la facilité, c'est manquer à son devoir. C'est autrement par la conscience, la rigueur et la persévérance avec lesquelles on sert la justice et la vérité qu'on justifie son passage sur la terre. Comment ces mots résonnent-ils en vous qui avez écrit sa biographie par rapport à qui fut ce personnage Georges Bidault? Je trouve que ces paroles sont tout à fait typiques, en effet, du personnage. Vous les avez très bien choisies. C'est parce que Georges Bidault, c'est avant tout un homme de conviction. Alors, conviction, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot qui a perdu beaucoup de sa portée et de sa véritable intelligence, de sa véritable signification. Mais Georges Bidault, c'est un homme qui est tout dans ses convictions, qui croit en certaines valeurs, qui croit en certaines choses. C'est un chrétien très convaincu, très, très ardent, il a une foi ardente, qui lui vient de ses parents d'ailleurs, bien entendu, puisqu'il a perdu sa mère alors qu'il avait l'âge de 2 ans. Sa mère était très catholique et avait fait jurer à son père de l'élever dans la foi chrétienne. Et c'est ce que son père a fait, notamment en confiant son éducation aux jésuites. Et Bidault est devenu, comme ça, dans l'image de sa mère, de fervente chrétienne. Il a consacré sa vie, en effet, en grande partie à sa foi. Donc un homme de conviction avant tout, conviction chrétienne, conviction républicaine, conviction patriotique. Peut-être faut-il aussi revenir sur ce que pouvait recouvrir ce terme de conviction dans ces années-là, par rapport à notre passé historique. Il fallait sans doute avoir une certaine forme de conviction très ancrée, très profonde, à la fois pour être le numéro 2 de la résistance, bras droit de Jean Moulin, parce que ça, il faut aussi le préciser. Et numéro 1 après. Et numéro 1 après, Oui. puisque Jean Moulin avait été arrêté par les Allemands à Lyon dans les geôles tenues par Klaus Barbie, il faut le rappeler. Et puis ensuite, à la fois comme ministre de De Gaulle, engagé dans cette guerre froide en tant que ministre des Affaires étrangères, pour avoir en face de soi les Anglais, les Américains, les Soviétiques. Là, c'est une conviction sans doute bien ancrée qu'il faut avoir. Conviction envers, d'une part, la foi, mais aussi envers la France. Conviction envers la France, c'est évident. C'est une époque où les hommes d'État sont complètement obnubilés par l'avenir de la France, par le salut de la France, sa grandeur, son prestige,
Complètement à l'inverse d'ailleurs de ce que sont devenus la plupart des politiques aujourd'hui, qui pensent avant tout à leur propre image, dans une logique très narcissique. À l'époque, ça n'existe pas, ça. Enfin, ça n'existe pas chez Bidot, en tout cas, lui, qui est entièrement consacré à son pays. Et c'est un personnage très, très romanesque, très fascinant, parce que au départ, c'est un professeur d'histoire, on n'ose pas dire un petit professeur d'histoire, mais c'est quand même ça, un petit professeur d'histoire de province, d'un courage absolument exceptionnel, qui devient le grand patron de la résistance française. Et ça, c'est quand même un parcours qui est bouleversant, si vous voulez. Et puis d'une grande simplicité. Plusieurs témoins de l'époque le disent, le soulignent. Il était très simple. On aurait dit un Français lambda. Il est très franchouillard. On le voit, on le voit se promener dans les rues de sa ville natale, à Moulins, avec sa baguette et son litron de rouge. Il est très attablé à un café, à boire, à manger un camembert en buvant du vin. Ça, c'est vraiment le Français lambda dans sa vie courante, extrêmement accessible, extrêmement simple et gentil. C'est tout à fait ça. Puisque nous réalisons cette émission dans un contexte de vacances, ici en Presqu'île de Quiberon, peut-être cette image d'homme lambda ne colle peut-être pas avec le fait de vacances. On ne l'imagine pas tellement partir en vacances, si ce n'est le week-end avec sa femme, Suzanne, se vouer à sa passion de la cueillette des champignons. Oui, alors, ils avaient une maison en Bretagne, justement, dans la famille de sa femme, un peu plus à l'ouest d'ici, exactement à la limite du Morbihan et du Finistère. Je me souviens plus du nom de cette commune, c'est le Clos... Enfin, je me souviens plus, hein, on peut le retrouver facilement. C'est exactement à la frontière des deux départements. Il avait un manoir et il passait ses vacances en Bretagne avec sa femme. Mais c'était pas pour lui un grand plaisir, parce qu'il n'aimait pas trop la plage, ni l'eau, ni se baigner. Donc, il ne quittait pas son costume. Il ne quittait pas son costume jamais. Donc c'était sa forme de timidité aussi, c'est que renoncer à sa cravate et son costume, il se sentait presque affaibli, si vous voulez. Donc il avait besoin d'avoir un peu sa casquette d'homme d'État un peu partout où il allait, parce que justement, en tant qu'homme privé, il était très timide, très simple et parfois un peu mal à l'aise. Êtes-vous allé dans cette maison ? Oui, bien sûr, je l'ai visitée, oui. On peut la visiter ? On peut voir les alentours, en tout cas. D'accord. C'est une propriété privée. Oui. La description que vous venez de donner de cet homme finalement très simple, on peut dire aussi qu'il n'était pas grand du tout, Non. est un peu à l'opposé de celui qui fut quelque part son chef, De Gaulle. Comment on peut se demander, pour ceux qui s'intéresseront donc à ce personnage et à votre livre, comment on peut même travailler ensemble ? Ça devait être quand même compliqué, des tempéraments très différents. C'était terrible. Comme vous dites, il y a déjà une différence de physique énorme entre le géant, le général de Gaulle, qui mesure plus d'1m90, et ce petit professeur d'histoire d'1m60 à peu près, qui est réputé pour être très chétif, très petit. Ce sont deux silhouettes complètement différentes. Et puis de caractère, ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Hein. Le général de Gaulle, c'est la rigueur, l'autorité, la froideur militaire. Alors que lui, c'est un personnage extrêmement chaleureux, qui fait la bise à tout le monde, qui est extrêmement affectif. Il adorait Jean Moulin. Jean Moulin, c'était un ami plus qu'intime pour lui. Ils s'adoraient tous les deux. Malgré des convictions, là encore, différentes. Alors, des au niveau de la convictions différentes, mais la conviction fondamentale, c'était la France. Oui. Il y en avait un qui était chrétien centriste et l'autre qui était radical de gauche, anticlérical. Mais bon, ils se retrouvaient complètement dans l'amour de la France et la volonté de chasser l'occupant allemand. Mais pour revenir au général de Gaulle, le général de Gaulle avait des relations très ambiguës avec lui, c'est-à-dire qu'il le méprisait. Hein. C'était le général de Gaulle, l'homme d'autorité, homme de rigueur, de froideur, face au petit professeur au comportement très débonnaire, très désinvolte, très bohème. Lui-même le reconnaissait qu'il était bohème, il était toujours en retard. Il répondait pas au courrier. Il répondait jamais au courrier. Mais pas par méchanceté, ni par mépris, mais par désinvolture en fait. Ce qui lui jouera des tours d'ailleurs. Ce qui lui jouera des tours énormes. Oui, absolument. Mais donc deux personnages qui se supportaient pas. Mais en même temps, qui avaient une immense admiration l'un pour l'autre. Parce que il est clair que De Gaulle, derrière toute sa froideur envers Bidot, toutes ses remarques moqueuses qu'il faisait en permanence, il avait derrière le successeur de Jean Moulin et l'homme qui a risqué sa peau face à la Gestapo pendant 4 ans. Et ça, le général de Gaulle, il le savait très bien. Et à l'inverse, pour Bidot, le général de Gaulle, c'était l'homme de l'appel à la résistance le 18 juin 1940. Donc c'était une étoile intouchable, hein, un personnage hors du commun, si vous voulez. J'écoutais hier, on peut trouver ça sur Internet, un extrait de l'émission proposée par Jacques Chancel au colonel Argout. Donc
qui était pour l'Algérie française, comme le fut Georges Bidault. Et il expliquait dans cet entretien au micro de Jacques Chancel que oui, De Gaulle avait quand même un penchant pour, pas ridiculiser, mais un petit peu maltraiter ses ennemis, ce qui n'est pas le cas sans doute de Georges Bidault. Alors évidemment, quand on remonte à un passage où Georges Bidault dit qu'il y a une différence à faire entre quelqu'un qui est à l'étranger et qui invite ses compatriotes à résister, alors que lui, en France, doit dire à ses compatriotes résistants, avec le risque qui n'est pas évidemment le même, on ne peut pas parler de, de bassesse. Ça n'est pas du tout la même portée qu'une réprimande ou qu'un mot un petit peu cinglant de Gaulle. On imagine vraiment deux comportements, deux tempéraments très différents. Oui, et puis il y a en effet au fond de leur histoire et de leur opposition, il y a l'histoire de la résistance qui est derrière tout ça, c'est évident. Hein. Oui. C'est l'épouse de Georges Bidault, qui était aussi une grande résistante, qui disait, nous étions les taupes, qui résistions aux Allemands et à la Gestapo, alors que eux, c'était des aigles qui appelaient à la résistance de loin. Et les taupes, c'est moins noble que les aigles. Mais en fait, c'était nous qui risquions notre peau. Tous les jours. Et pas tous les jours. Et dont la plupart des amis, d'ailleurs, des camarades, ont été déportés ou fusillés et ont disparu. Donc il y avait deux oppositions, deux résistances qui étaient un peu en rivalité. La résistance de l'extérieur, de Londres et d'Alger, et la résistance de l'intérieur. Et les gens de la résistance de l'intérieur se sont sentis injustement méprisés par ceux de l'extérieur. Alors, vous revenez dans votre livre sur la blessure qu'il sentit qu'après-guerre, qu'on ne se souvienne peut-être pas assez, justement, de sa période de résistance. Aujourd'hui, quand j'interroge, quand je converse avec des personnes, c'est vrai, octogénaires, nonagénaires, voire centenaires, ils se souviennent quand même de Georges Bidault descendant les Champs-Élysées à la droite de Gaulle. Et en revanche, la période de l'Algérie, qui marquera là vraiment Bidault comme un paria, qui sera obligé de s'exiler 4 ans au Brésil, puis en Belgique, ils ne s'en souviennent pas. Alors finalement, est-ce que les mémoires ne gardent quand même pas de Georges Bidault cette image positive du résistant aujourd'hui ? Ce que vous me dites me fait plaisir, parce que c'est pas toujours ce que j'ai constaté, peut-être avec des générations plus récentes, mais il y a eu une véritable volonté d'occulter le rôle de Georges Bidault dans la résistance. Bras droit de Jean Moulin à partir de 1942, l'un des premiers grands résistants, parce que Georges Bidault est rentré dans la résistance tout de suite, dès son retour en France de captivité en Allemagne. Par conviction. Oui, par conviction. Il est rentré tout de suite dans le mouvement de combat. Il est devenu le bras droit de Jean Moulin, qu'il a coopté en fait comme son ami, parce que les deux hommes avaient les mêmes convictions en faveur de la libération. Et c'était vraiment l'un des premiers résistants. Et puis, après l'arrestation et l'assassinat de Jean Moulin sous la torture par Klaus Barbie en juin 1943, Georges Bidault est devenu tout simplement le grand chef de la résistance française pendant plus d'1 an. Et ça, on l'a oublié. On l'a oublié volontairement. Oui, pourquoi volontairement ? On l'a oublié parce que pour une partie de l'opinion française, il est inconcevable, si vous voulez, que le chef de la résistance française ait pu aussi être un partisan de l'Algérie française. Les deux sont incompatibles dans l'esprit de beaucoup de gens, notamment à la gauche de l'échiquier politique français, et qui ont volontairement occulté sa mémoire en rayant son nom des livres d'histoire et des films. Parce que, justement, il y avait une sorte d'impossibilité psychologique à accepter que les deux choses puissent aller ensemble. Avait-il eu tort, justement, à ce moment de l'Algérie française, d'appeler son mouvement, justement, résistance, comme en écho à la première ? Est-ce que ça n'avait pas trop marqué les esprits au point de dire non, on ne peut pas appeler ça une seconde résistance ? Oui, je pense que Georges Bidault a fait une énorme faute. À ce moment-là, il a appelé son opposition à l'indépendance de l'Algérie la deuxième résistance, le nouveau Conseil national de la résistance. Et là, je pense qu'il a lui-même commis une énorme erreur qui a contribué fortement à sa diabolisation. Il faut se souvenir de son état d'esprit de l'époque, je le raconte dans le livre. Il a fortement soutenu le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, en pensant d'ailleurs comme le pensait l'immense majorité des Français à l'époque, que le général de Gaulle
allait sauver l'Algérie française. Et peut-être que le général le pensait lui-même à ce moment-là. Ça, personne ne peut le savoir. Personne peut le savoir, mais c'est un éternel débat. Mais toujours est-il que Georges Bidault s'est estimé trahi à ce moment-là par le général de Gaulle, et pas uniquement par le général de Gaulle, mais par tous les gaullistes. Parce que les gaullistes, à l'époque, dans les années, à la fin des années 50, étaient farouchement favorables au maintien de l'Algérie dans la République, sous certaines formes, avec une autonomie, bien sûr, avec une reconnaissance de ses particularités. Mais l'idée, c'était que l'Algérie devait rester dans la mouvance française. Et pour ces gens, à l'époque, c'était comme si aujourd'hui, on disait, voilà, la Provence-Côte d'Azur va être indépendante. Pour eux, qui avaient été élevés, qui avaient grandi dans l'idée que la France s'étendait au sud de la Méditerranée, c'était très difficile à admettre l'indépendance de l'Algérie. Il faut se resituer dans l'époque. Oui. Donc Georges Bidault s'est estimé trahi, et ça, pour cet homme de conviction, se sentir trahi, ça lui a fait perdre vraiment ses repères, les repères du bon sens, et je pense qu'à ce moment-là, c'est un homme en perdition, si vous voulez, dans les années 61-62. D'où la citation qu'on a pu lire dans ce livre Le Point pour lancer cette émission, mais justement, par rapport à la conviction, il voit l'évolution, il la voit, il la constate, il l'écoute, il l'entend, il la lit aussi, l'évolution de Gaulle par rapport à la situation en Algérie. Alors justement, n'y a-t-il pas là une deuxième erreur de Georges Bidault on peut avoir une conviction, et c'est beau, mais la faire évoluer en fonction justement de la situation qui est donnée et qui évolue elle-même, est-ce une erreur que d'avoir un point de vue qui peut changer, puisqu'il ne faut pas cristalliser par rapport à un personnage. Alors c'est facile de le dire comme ça, évidemment, surtout par rapport à De Gaulle qui devait quand même être impressionnant, mais il n'était pas inconcevable que lui-même puisse avoir une autre conception. Oui, alors en réalité c'est une question vraiment très difficile à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse moi-même, parce que Georges Bidault, quand il s'est opposé à l'Algérie française, n'avait pas du tout une vision comme on pourrait... D'abord, il n'était pas membre de l'OAS. Il n'a jamais été à l'OAS, contrairement à ce qu'on a raconté. Il y a eu des débats. Non, pas Raoul du tout. Salan, etc. Il n'a jamais soutenu les attentats terroristes, ni rien de l'OAS. Il était pour l'Algérie française. C'était une prise de position intellectuelle, politique, mais il n'a pas commandité d'actes. Et toujours au regard du droit. Et toujours au regard du droit, bien sûr. Voilà. Oui, absolument. Il se maintient dans la légalité républicaine, c'est un de ses soucis permanents. Mais, si vous voulez, il a une vision qu'on pourrait presque qualifier de républicaine, presque de gauche de l'Algérie. C'est-à-dire que pour lui, peut-être que l'indépendance se fera un jour, mais elle est inconcevable tant que l'Algérie n'est pas devenue une démocratie libérale. Et lui considère que les communautés chrétiennes, musulmanes, juives en Algérie ont vocation à s'organiser pour vivre ensemble dans le culte de la patrie. Voilà, en gros, c'est vraiment son idée. Et il pense que la France a un devoir vis-à-vis de l'Algérie d'assurer son développement économique et social. Oui. Et il dit, au début des années 60, si on précipite l'indépendance de l'Algérie aujourd'hui, ça va être un cataclysme. Et il avait très bien anticipé. Aujourd'hui, on commence à en reparler un peu sans tabou, mais le massacre des Harkis, le massacre de la rue d'Isly, le massacre d'Oran, le jour même de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962, tout ça, il l'avait vu. Donc dire qu'il s'est planté complètement, c'est pas du tout vrai. Il s'attendait à une déchirure extrêmement violente, le rapatriement d'1 million de Français qui vivaient là-bas. Voilà, ça a été les rapatrier, le drame des rapatriés. Ça aussi, ça a existé quand même. Et ça, Georges Bidault l'avait bien vu. Oui. Donc dire aujourd'hui, il s'est complètement trompé, il aurait dû faire les choses autrement. C'est trop facile, je trouve. C'était compliqué. C'est vraiment un sujet compliqué, je trouve. Il y a beaucoup de choses qu'il a bien vues, et les événements ne lui ont pas donné complètement tort. Avez-vous eu des témoignages de lecteurs de votre livre qui vous ont remercié peut-être pour redresser un petit peu le bilan de Bidault par rapport à cette période? En tout cas, moi je le fais parce que j'ai appris énormément de choses que j'ignorais totalement sur ces années-là, sur ces événements en Algérie à ce moment-là. Oui, alors j'ai eu beaucoup de réactions de lecteurs qui m'ont dit que le livre les avait passionnés. Et puis, je suis en contact étroit. J'ai été en contact étroit avec toute la famille de Georges Bidault que j'ai retrouvé. Il n'avait pas d'enfant lui-même, mais les descendants de ses frères qui m'ont bien entendu beaucoup remercié d'avoir fait revivre ce personnage qui ne mérite pas du tout l'opprobre dans lequel il est tombé, l'oubli dans lequel il a sombré. Oui. Et vous allez loin dans le détail, on apprend même que son mets favori, c'est les radis noirs.
Oui, c'était son personnage. Il prenait jamais de repas réguliers. Non. Il passait son temps à grignoter des cacahuètes, des radis noirs, des fraises à la bonne saison. Il grignotait un peu partout. Et ce régime alimentaire lui a valu d'ailleurs de graves problèmes de santé au niveau de l'estomac. Et il avait un autre petit défaut dont je parle dans le livre, qu'on ne peut pas ne pas en parler, c'est il avait un goût assez prononcé pour les plaisirs de Bacchus, pour le dire comme ça. Donc c'est quelqu'un qui buvait. Là, on retrouve un petit peu le côté franchouillard de l'époque. Hein. Il était amateur de vin, de bière. Et il abusait un petit peu et ça a pu avoir des conséquences très graves dans sa carrière. Dans votre livre, nous pouvons aussi accéder à son discours pour une fête de Noël. Qui ferait ça aujourd'hui ? Est-ce que, à l'époque, fallait-il avoir le courage d'oser souhaiter une bonne fête de Noël du point de vue, je veux parler du bido chrétien à ce moment-là. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que on s'en est vraiment éloigné par erreur ou faudrait-il un courage ou une conviction qui manque pour proposer un même discours ? Alors, je crois que c'était sincère à l'époque. Je crois pas, je suis sûr. Je considère que Georges Bidault, président du Conseil, donc Premier ministre en 1949-1950, pendant cet hiver-là, à la surprise générale, prononce une allocution radiodiffusée aux Français le soir de Noël. Et les mots qu'il utilise sont bouleversants, en fait. Hein. Je m'adresse à tous les Français, pas seulement aux chrétiens. Vous avez beaucoup souffert avec la guerre et avec les pénuries qui se prolongent. Et je souhaite qu'en cette fête de Noël, ce soit une fête pour tous les enfants. Et je trouve que c'est très beau. C'est un très beau texte, extrêmement sincère et un peu transgressif, parce que c'est le premier ministre au président du Conseil qui s'adresse à la nation un soir de Noël. Et donc, je pense qu'aucun homme politique n'aurait le courage de refaire ça. Et d'ailleurs, c'était le premier président chrétien-démocrate en France. Il n'y en avait jamais eu avant, il n'y en a jamais eu après. Hein. Alors, justement, on parlait puisque nous sommes sur RCF, Maxime Tandonnet, je vais lire cet extrait que vous donnez dans votre livre, dans le chapitre intitulé « Monsieur X ». Il dit, donc, nous sommes... et oui, nous pouvons préciser qu'il a été éditorial au journal qui s'appelait L'Aube. Donc l'éditorial du numéro 1, celui de décembre 41, couvre la première page d'une feuille qui en compte 4. Et voilà une citation de Bidault. « Toutes les énergies françaises, jusqu'à ce jour dispersées et sans appui, doivent se regrouper autour de nous. Nous demandons que l'esprit partisan se taise pour faire place à l'unité absolue entre ceux qui étaient hier politiquement divisés. La meilleure de nos armes est la foi. Nous croyons à la France, celle de Jeanne la Pucelle jusqu'à celle du Poilu de 1914, celui dont l'histoire vient d'être supprimée des manuels scolaires car il faudrait oublier que nous avons vaincu. Notre arme aussi, la vérité. Les mensonges, les plus insidieux aux plus grossiers, s'étalent sur nos murs et remplissent les journaux et la radio. Nous lutterons contre l'anesthésie du peuple français. » On aimerait lire peut-être de tels propos, on va dire, de politique chrétien aujourd'hui. Déjà, c'est engagé, mais quelque part, on peut dire c'est beau. Citer de Jeanne la Pucelle à celle du Poilu de 14, outre le fait que ça peut faire penser à des textes de Joseph Delteil qui a écrit sur Jeanne et puis sur les Poilus, on dit oui, c'est... Oui, parce que la conviction de Georges Bidault, dont nous parlions tout à l'heure, elle est complètement ancrée dans l'histoire. Hein. C'est la France de Jeanne et du Poilu à laquelle il rend hommage. Et c'est dans cette France-là qu'il va puiser l'énergie nécessaire pour organiser la résistance, puisque c'est tout à fait au début de l'organisation de la résistance. Et on retrouve bien la patte de l'historien. Alors avant la guerre, il était éditorialiste du journal chrétien L'Aube. Mais tous ces textes sont dans cette veine en réalité. Hein. C'est-à-dire qu'il va chercher dans l'histoire la force d'affronter le présent et de préparer le futur. Ça, c'est typique de Georges Bidault qui était un agrégé d'histoire. Hein. C'est avant tout un historien. Je passe quelques pages. Vous écrivez « Pour les hommes de ce temps éduqués dans le culte de la littérature française, la clarté d'une écriture est la clé de la séduction et de la confiance. » Permettez-moi cette question, aujourd'hui en 2022, est-ce que ce culte de la littérature existe encore ? Absolument pas. Il existe dans la frime, hein, des hommes politiques qui prétendent lire tel ou tel livre, mais c'est pas du tout ça. À l'époque, les responsables politiques, les hommes d'État, la plupart étaient des personnalités extrêmement cultivées, qui avaient beaucoup lu, qui connaissaient l'histoire de la littérature française à la perfection. Et Georges Bidault était
était de cela, et dans le charme qu'il déployait, dans le charme de conviction qu'il déployait, pour entraîner ses camarades dans la résistance, la beauté de la langue et la beauté de la littérature française était un outil décisif dans cette perspective. Oui. Et Jean Moulin lui reconnaissait parfaitement cette qualité. C'est en partie pour ça qu'il en a fait son bras droit et son ami. Et il considérait que la virtuosité de Georges Bidault dans le maniement de la langue, en tant que pour l'écriture comme pour la parole, pouvait être un atout décisif pour entraîner la France dans la résistance. Malgré certaines difficultés parfois à s'exprimer au micro en public, que vous pointez parfois dans le livre, pour différentes raisons, mais... Alors, il avait quelquefois des passages à vide, mais qui correspondaient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il avait un peu abusé de certains produits. Voilà. Mais sinon, il avait une voix très particulière. Une voix nasillarde, très tranchante. On peut l'entendre sur... on peut l'entendre sur les... Grâce à la magie d'Internet. Voilà, grâce à la magie d'Internet. Mais c'est une voix qui était très appréciée à l'époque, parce qu'elle avait un côté tranchant, un côté entraînant, si vous voulez. Et moi, j'ai rencontré des personnalités qui l'ont connu à l'époque, qui me disent ce qui m'a séduit chez lui, c'est la voix. Une voix qui porte des convictions. Alors, faut-il peut-être revenir un petit peu sur la fin de carrière ? Vous dites, son geste à la coloration factieuse, sans être pour autant illégal, est celui d'un homme en perdition submergé par le désespoir. Donc là, nous sommes au niveau de l'Algérie française. Le Bourbonnais est encore assez lucide pour savoir qu'il se marginalise, brûle ses vaisseaux, sacrifie sa réputation et sa respectabilité. Peu lui chaud. Cet appel, misérable copie de celui du 27 mai 43, est le véritable suicide que Bidault ne commettra jamais charnellement en tant que chrétien. Pire qu'un attentat à sa vie physique par cet acte absurde commis dans un accès de rage, il sacrifie délibérément sa place à la postérité. Justement, la postérité... Alors vous avez écrit cette magnifique biographie sur Bidault, mais c'est vrai que sans doute est-ce là l'origine de son oubli, de son opprobre, le fait de c'est une posture très difficile à tenir. Alors, pas uniquement. Je pense que lui-même, par ce geste de création du nouveau CNR, il s'est tiré une balle dans le pied, comme on dit clairement. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour une grande partie de la classe politique et des médias et des universitaires, il est inacceptable, il est intolérable, il est inconcevable que l'un des partisans de l'Algérie française ait pu être le chef de la résistance de 1941 à 1944. Ça, c'est inconcevable, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a rayé son nom des livres d'histoire. Oui. Alors, c'est vrai qu'après, lui-même, par ses maladresses, il y a contribué. Mais quand même, je crois qu'il y a une volonté délibérée de nier, d'occulter son rôle dans la résistance. Que d'ailleurs, il avait un grand ami qui était Daniel Cordier, qui est bien connu. C'était aussi le secrétaire de Jean Moulin, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui a écrit des livres très célèbres. Et lui-même, par contre, a toujours soutenu Georges Bidault et toujours travaillé à sa réhabilitation, alors que Cordier se considérait comme un homme de gauche après la guerre. Mais il a toujours soutenu Georges Bidault, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Georges Bidault a eu un autre allié, mais qui n'a pas non plus permis de faire peser suffisamment la balance dans son sens, c'est la sœur de Jean Moulin, dont je parle longuement à la fin du livre, qui a tout fait pour réhabiliter la mémoire de Georges Bidault, Laure Moulin, qui était une amie intime de Georges Bidault, qui a considéré que Georges Bidault était le dépositaire de la mémoire de son frère, même après l'histoire de l'Algérie. Mais malheureusement, là non plus, ça n'a pas suffi. Alors pour finir, qu'espérez-vous avec ce livre ? Vous espérez nous réveiller le souvenir, nous faire souvenir de cet homme ? Alors j'espère d'abord le faire mieux connaître par mes compatriotes, donc essayer de réhabiliter sa mémoire, ça c'est clair, ça fait partie de mon objectif, mais aussi je veux montrer comment un jeune homme très simple, très encore une fois entre guillemets très franchouillard, un petit professeur d'histoire, un peu méprisé à son époque, on l'appelait le petit Bidault comme vous disiez, comment il a pu devenir un immense héros et un des plus grands héros du XXe siècle. Quand on regarde bien les choses, il a autant de mérite que le général de Gaulle, il a beaucoup de mérite, presque autant que Churchill, dont il est devenu un ami intime d'ailleurs. Donc tout ça, c'est pour me rappeler qu'il y a eu un petit Français qui est devenu un immense héros, voilà, pour donner confiance aux Français dans leur avenir. Et bien nous terminerons sur cette citation. Sa foi et son patriotisme lui donnent cependant la force de résister au désespoir.
que les vicissitudes n'altèrent pas votre courage à vivre et n'altèrent pas votre vertu d'espérance. Ça, c'est un message qu'il nous adresse finalement encore aujourd'hui. Quant à moi, je n'ai pas changé. Que Dieu nous assiste et prenne la France en pitié, mais ne doutons que les causes vraiment grandes sont impérissables. Ce sera peut-être le mot de la fin pour cette conversation autour de Georges Bidault, Maxime Tandonnet. Oui, c'est une magnifique citation qui reflète à la perfection le personnage. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.